retour sur le plateau de l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie de l'émission. Nous sommes toujours accompagnés par nos éditorialistes Gracien Rokindjikiza, Lucien Pambou. Également présent sur le plateau notre invité Jacques Batienneau. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie et vous êtes également burkinabé. Tout de suite, notre dossier du jour. Il n'est jamais trop tard pour accéder à la connaissance. Au Burkina Faso, l'enseignement alternatif permet aux jeunes, aux adultes et aux personnes âgées qui n'ont pas été à l'école à bénéficier du savoir. Le savoir pour tous, un instrument au service du développement, comme vous le montre ce reportage de notre envoyé spécial au Burkina Faso, Djibril Fofana. C'est bon, c'est ci, c'est là, ce. Ici, c'est une classe pas comme les autres. On y apprend à lire et à écrire, mais pas de CP1 ou de CP2. Ici, se retrouvent des jeunes, adultes et même des adolescents qui n'ont pas eu la chance d'intégrer les circuits classiques de l'école formelle. Au Burkina Faso, pays des hommes intègres, le taux d'analphabétisme est l'un des plus élevés au monde. Près de 80% des femmes et 76% des hommes ne savent ni lire ni écrire. C'est dans ce contexte qu'est apparue toute l'urgence de mettre en place des programmes appropriés d'éducation non formelle en faveur des jeunes et adultes qui n'ont pas accès au système d'éducation de base formelle. Ainsi, depuis 1996, avec l'adoption de la loi d'orientation de l'éducation, l'alphabétisation non formelle fait partie intégrante de la stratégie nationale d'éducation de base. Au Burkina Faso, la loi d'orientation définit l'éducation non formelle comme toutes les activités et les différentes formations organisées et structurées dans un cadre non scolaire. Je voudrais insister particulièrement sur ces caractéristiques. On dit bien que c'est organisé et c'est structuré. Ce n'est donc pas à confondre à l'éducation informelle. Comment sont organisés au Burkina Faso les programmes d'éducation non formelle? Quels impacts ces programmes ont eu lieu sur le progrès socio-économique du pays 2 décennies après leur mise en œuvre? Aujourd'hui, pour le gouvernement, en matière d'éducation, l'option est claire. Faire de cette majorité analphabète des acteurs de développement. L'enjeu de l'alphabétisation est un enjeu important parce qu'il y a une bonne partie de la population, adulte, adolescente aussi, qui n'a jamais eu la chance d'aller à l'école. Assez souvent, c'est aussi la population active. Un pays comme le Burkina, c'est la majorité de la population active qui est analphabète. Et aussi, on dit une population active analphabète, c'est-à-dire sans information et surtout sans capacitation. Pour traduire cette aspiration en réalité, la politique d'alphabétisation non formelle se caractérise par des programmes particuliers adaptés à la spécificité des apprenants. Leurs principales caractéristiques, la flexibilité et l'adaptabilité des méthodes d'enseignement. Le volume horaire, par exemple, est négocié avec les apprenants. Compte tenu des occupations, des activités quotidiennes des apprenants, on leur demande à quelle heure pourriez-vous être disponible pour les apprentissages. Et c'est de commun accord que l'animateur et les apprenants fixent le moment donc des séances d'alphabétisation. Il en est de même d'ailleurs pour les contenus. Les apprenants suggèrent ce qui pourrait vraiment les intéresser et les aider à résoudre les problèmes quotidiens. Lors du Forum national sur l'éducation en 1999, une impulsion opérationnelle décisive a été donnée à la politique nationale d'alphabétisation non formelle avec l'adoption de la stratégie du faire-faire. Elle pose les bases de la répartition des compétences et des mécanismes de transmission des connaissances. Sur le terrain, ce sont les opérateurs en éducation non formelle, comme nous les appelons maintenant, qui sont chargés de la mise en œuvre des programmes. Il faut entendre par opérateurs en éducation non formelle des associations. Ce ne sont pas des individus, c'est des associations donc bien organisées qui ont du personnel compétent, des animateurs et des animatrices qui sont chargés donc de veiller à la transmission donc des savoirs, des savoir-faire donc aux apprenants et aux apprenantes dans les centres d'alphabétisation ou dans les centres d'éducation de base non formels.
Madeleine Ouedraogo est justement opératrice d'éducation non formelle. À la tête de l'association COM, cette formatrice en genre et développement œuvre au quotidien à alphabétiser les femmes rurales dans leur langue nationale. Nous avons une politique très affichée en la matière depuis quelques années. En ce sens que le gouvernement a en plus les promoteurs, promotrices que nous sommes, qui jugeons que ce n'est pas normal qu'une certaine catégorie de population n'ait pas accès à l'éducation, au savoir-faire et aux communications. Ce n'est pas normal, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école des Blancs, entre parenthèses comme on le dit. Aujourd'hui, c'est jour de cours dans le centre d'alphabétisation de l'association COM. L'ambiance est studieuse. Pour la leçon de calcul du jour, c'est dans sa langue nationale morée que cette apprenante parvient à réaliser des opérations arithmétiques, exactement comme à l'école formelle. À travers ces enseignements, l'objectif poursuivi est de donner aux apprenants des outils d'une insertion socio-professionnelle et surtout d'une autonomie dans la gestion de leurs activités. C'est à la fois fondamental, c'est vrai, d'apprendre, de savoir lire, écrire, calculer, mais au-delà, on calcule quoi et comment et pourquoi. Prenez le cas des agriculteurs, prenez le cas des éleveurs. Nous essayons par rapport à chaque type de public d'adapter les méthodes d'alphabétisation pour nous assurer justement que la formation vient renforcer l'activité de l'individu. Les résultats sont aujourd'hui satisfaisants. Les femmes bénéficiaires des différentes formations appliquent ce qu'elles ont appris dans leurs activités quotidiennes avec à la clé une amélioration des rendements. On nous a d'abord alphabétisés en langue mourée, puis après nous avons appris le français. Dans notre association, nous menons beaucoup d'activités. Avant, nous ne savions pas bien gérer notre comptabilité, mais aujourd'hui nous faisons nos calculs nous-mêmes et savons si nous aurons des bénéfices ou pas. Aujourd'hui, l'objectif du Burkina Faso est de faire de l'alphabétisation non formelle un pilier de son système éducatif. Et cela passe par des réformes et surtout l'introduction de passerelles avec le système formel. Au niveau de l'éducation non formelle, que ces enfants, ces adolescents, ces adolescentes, mais aussi ces adultes, à un moment donné, aient la possibilité d'avoir une perspective pour aller dans le processus du long life learning. Que vous prenez un adolescent qui n'a jamais eu la chance d'aller à l'école, vous lui donnez l'éducation de base. Il devrait pouvoir avoir des passerelles pour lui permettre ou de faire de la formation professionnalisante, mais ou d'aller plus loin, de pouvoir faire le secondaire et ensuite de faire l'enseignement supérieur. L'alphabétisation non formelle est un succès au Burkina Faso, mais les résultats obtenus jusqu'à présent ne sont pas encore à la hauteur des objectifs fixés. Le dernier recensement général de la population de 2006 fixait ce taux à 28,7%, loin des 60% prévus pour 2015. Les autorités burkinabées s'attellent à réduire au maximum le taux d'analphabétisme à travers la multiplication des centres d'éducation de base non formels sur toute l'étendue du territoire national. Car à terme, il s'agit de mettre fin à cette injustice socio-historique qui tendait à faire de l'école classique héritée de la colonisation l'unique mode d'acquisition de connaissances et de savoir-faire. Alors Jacques Batinon, on l'a entendu dans le reportage, la majorité de la population active analphabète. C'est un frein important au développement de l'État. Absolument, c'est un frein important. Mais il faut situer ça dans le contexte de l'Afrique en général, après les indépendances. Beaucoup de pays africains, le Burkina Faso entre autres, font partie de ces pays-là qui n'avaient pas les moyens justement de faire en sorte que tout le monde aille à l'école. C'était quasiment impossible. Donc ceux qui allaient à l'école, c'était ceux qui avaient la chance de faire partie de familles, je dirais, qui s'en sortaient plus ou moins, ou ceux Pourquoi impossible? C'est-à-dire que les écoles n'étaient pas créées un petit peu partout dans le territoire? Il n'y avait pas d'école partout, et les écoles qui existaient n'étaient pas forcément accessibles à tout le monde, parce que, par exemple,
il y avait une discrimination qui était faite au niveau des femmes. Vous avez remarqué dans le reportage qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient en train d'être alphabétisées. Bah, effectivement, c'est le problème. Mais de plus en plus, on commence à prendre conscience et à penser qu'il est nécessaire, aussi bien les filles, hein, les femmes, les hommes aussi évidemment, hein, les hommes, ce n'était pas un vrai problème, et puissent aller à l'école. Est-ce que c'était une discrimination qui était opérée au niveau des familles ou bien au niveau des autorités de, non, c'était au niveau des familles. C'était au niveau des familles, surtout au niveau des familles, pas au niveau des autorités. Et les autorités jusque-là n'avaient pas mis en place un système pour remédier à ça. Et depuis une décennie, hein, je pense, le Burkina Faso s'est engagé aussi pour atteindre ce qu'on appelle les objectifs du millénaire pour le développement. Voilà. Et c'est dans cette perspective-là qu'on a mis en place tout un système pour permettre à tous ceux qui étaient hors système éducation formelle, on a mis en place ce système d'éducation informelle pour permettre à chacun de pouvoir réintégrer le circuit. Donc ce fort taux d'analphabétisme au Burkina Faso venait essentiellement d'un manque de sensibilisation auprès de la population. Il y avait le manque de sensibilisation, il y a peut-être aussi le manque de moyens. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Le président Blaise Compaoré, depuis une décennie, a engagé la construction de plus en plus d'écoles. Et là encore, on se trouve aujourd'hui devant un vrai problème, c'est que les classes sont pléthoriques. Hein, et il y a une surpopulation. Il y a une surpopulation absolument aujourd'hui, et il n'y a pas suffisamment d'enseignants devant les élèves. Hein. Il y a toujours encore un problème de scolarisation, même si on sait que depuis 10 ans, le taux de scolarisation, pas d'alphabétisation, mais de scolarisation, est passé de 46 à 76% aujourd'hui. Pourtant, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on n'investit pas autant dans l'éducation, alors qu'aujourd'hui, si quasiment 80% de la population burkinabé est analphabète, ça pèse lourdement sur l'État burkinabé. Parfois, ça peut peser plusieurs points de pourcentage au niveau du PIB burkinabé. C'est vrai, l'avenir est dans l'éducation. Ouais. L'avenir est dans l'éducation. Je suis d'accord avec vous, Adidja. L'avenir est dans l'éducation. Il est bien dommage qu'on ait pris ce retard-là, mais je pense qu'il faut saluer la politique actuelle, voilà, qui essaie de rattraper tout ce temps perdu. Alors Lucie, on a entendu dans le reportage que l'école classique, donc l'école formelle, est dite l'école des Blancs. Est-ce que ce n'est pas également pour ça, quelque part, qu'on préfère ne pas envoyer ses enfants à l'école classique? Khadija, avant de vous répondre, je pense qu'il faut saluer la classe politique burkinabé et puis le premier responsable, le premier magistrat Blaise Compaoré. Nous sommes toujours prompts à dire les choses quand politiquement ça ne va pas, mais il faut aussi, quand les choses vont bien, le reconnaître. Ça, c'est quelque chose, c'est une innovation sociale, politique, qui, je ne sais pas si c'est là, il y a beaucoup de cas comme ça en Afrique, mais c'est une innovation qu'il faut absolument saluer. Bien. Alors, la fameuse école des Blancs, alors, bon, elle a existé pendant la colonisation, après la colonisation. Une partie des intellectuels africains ont fréquenté cette école des Blancs, mais une grande partie de la population, le reportage le montre très bien, a été laissée de côté. Au-delà de ça, il y avait aussi cet élément absolument important qui faisait que le garçon, le mâle, était préféré, favorisé, effectivement, par rapport à la jeune femme. Alors, pour des raisons traditionnelles, mais aussi pour des raisons religieuses. Bon. Mais la réforme, alors on a parlé la dernière fois de la réforme constitutionnelle dans le Sénat. Un des aspects qui n'a pas été perçu dans cette réforme, c'est justement l'introduction du genre, le respect du genre, et l'égalité, la notion de la parité entre les hommes et les femmes. Donc, ce que fait effectivement le gouvernement burkinabé, c'est une chose qu'il faut continuer. Le problème qui peut se poser, Khadija, c'est le problème de financement et d'extension, en effet, de cette façon de faire, cette pratique sociale, à l'ensemble du pays. Bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, l'initiative doit être saluée. Elle doit être méditée, et il me semble, quand vous regardez la pratique, en effet, de l'enseignement, elle se fait dans les deux langues, à la fois dans les langues, j'appellerais native language, dans les langues nationales, et puis dans la langue française. Ce qui permet effectivement de coordonner les deux aspects. C'est quelque chose qui est assez important. C'est vrai, je termine en disant que les Africains se doivent en effet de réfléchir aussi sur la capacité d'appréhender le monde moderne avec les outils de la modernité, c'est vrai,
les langues dites coloniales, mais aussi avec leur propre langue. Car vous ne pouvez pas domestiquer ni la science ni la technologie si vous n'arrivez pas à transformer, si vous voulez, l'espace moderne en partant de vos propres racines. Est-ce que vous pensez que c'est possible, que c'est réalisable, alors qu'il y a plusieurs langues au Burkina Faso? C'est réalisable. Vous savez qu'il y a des spécialistes qui avaient mis en place à une époque, qui avaient développé la thèse consistant à dire qu'on ne peut pas apprendre une langue étrangère en laissant de côté sa propre langue. Voilà. Il fallait partir de sa propre langue pour apprendre la langue étrangère. Donc ce que dit Lucien est très intéressant. Et je pense que c'est possible. Dans tous les cas, on n'a pas le choix. Hein. On est obligé d'aller dans ce sens. On n'a pas le choix. Ouais. Alors l'objectif du Burkina Faso est de faire de l'alphabétisation non formelle, donc de ces écoles non formelles, un pilier de son système éducatif. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Je ne pense pas que ce soit un pilier du système éducatif, mais en tout cas c'est une façon de ramener des gens qui jusque-là étaient hors champ, dans le champ, hein, et permettre aussi à ces gens-là de pouvoir s'épanouir, je ne dirais pas intellectuellement, mais socialement, voilà, et de pouvoir aussi prétendre sur le plan social à des perspectives, hein, au même titre que d'autres personnes qui ont suivi l'école normale. Gracien, je vous donne le mot de la fin rapidement. Oui, le Burkina Faso a introduit une innovation dans ce système d'éducation, d'autant plus qu'il a créé un fonds qu'on appelle le fonds d'alphabétisation et d'éducation non formelle, un fonds qui est constitué par une partie à l'État, les formateurs et le privé. C'est vraiment la première fois qu'on voit où on associe les formateurs, l'État et le privé pour former un secteur qui est non formel, l'alphabétisation et aussi les métiers, les petits métiers. C'est une innovation pour l'Afrique qui pourrait aider certains autres Africains à Alors, je dois mettre fin à ce débat. Je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité à retenir. Au Mali, cérémonie de prestation de serment d'Ibrahim Boubacar Keïta. De nombreux chefs d'État ont fait le déplacement, notamment François Hollande, Alassane Ouattara ou encore le roi Mohamed VI du Maroc. Au Cameroun, le 30 septembre prochain, les électeurs seront appelés aux urnes à l'occasion des élections couplées législatives et municipales. Les candidats battent campagne dans les 10 régions administratives. Nous allons marquer une nouvelle pause dans l'Africa Newsroom. À suivre l'Égypte, nous reviendrons sur la situation économique du pays. Restez avec nous.